Bonjour, je suis Cédrine Jarlier, je suis psychologue et psychothérapeute à Cournon, au cabinet Parenthèse. J'interviens aujourd'hui sur la présentation du handicap et sur l'accompagnement des familles à l'annonce du handicap et au suivi du handicap sur le plan psychologique. Les parents peuvent être parfois aveugles au développement effectif, de passer un petit peu à côté parce qu'ils ont ces repères-là du développement classique de l'enfant. L'enfant à 1 an doit marcher, déjà à 6 mois il devrait tenir assis, à 8 mois il doit marcher à 4 pattes, et puis à 1 an il doit marcher, et puis à 2 ans il doit y avoir le langage, et puis à 3 ans la propreté. Donc s'il n'y a pas ça, toutes les avancées effectivement vont passer un peu à la trappe. Oui, il a marché, mais bon, il a marché à 2 ans. Oui, il a marché quoi, donc déjà pouvoir réussir à avoir ça. J'ai Myriam qui, pour moi, un enfant classique jusqu'à il y a 2 ans maintenant, depuis qu'on habitait à peu près à Cournon, parce qu'avant on habitait à Saint-Beauzire, alors ça allait bien, c'était la campagne, c'était bien. Et elle m'a fait développer une peur d'aller dehors, de prendre des bus, voilà, parce qu'avant c'était des taxis. Elle nous a développé ça et après on a fait un dossier voilà, qui ont refusé son truc. Moi j'ai dit bon c'est pas grave, tu continues ton ULIS et le CESAD. Et maintenant elle est reconnue handicapée que cette année. Bon ça après moi je m'en fous, moi, tant qu'elle est à 100% côté médical. Et voilà, alors maintenant elle est au lycée, elle prépare un CAP de vente avec ses difficultés. Elle trouvait 2 stages toujours à Auchan parce qu'elle ne peut pas faire ailleurs. Le problème l'année prochaine, il faut qu'elle change de stage. Et là, pareil, elle se renferme, elle panique. Et là, c'est un travail à faire. Heureusement, il y a le CESAD pour ça. Et j'ai le petit Alexandre qui a 14 ans. Il est placé au foyer malheureusement. Je l'ai que le week-end et un peu les vacances. Et lui, c'est vraiment le comportement. C'est pour ça, quand je vous ai entendu dire c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute du couple, etc. Bah, désolée, mais moi, on m'a rabaissée. J'ai perdu ma maman très jeune. J'avais besoin de ma maman. Quand elle est partie au ciel, malheureusement, j'ai plus de repères. Le monde s'est écroulé. Et j'ai eu Alexandre qui avait 1 an et demi. J'ai dû, voilà, entre guillemets, l'aimer, le prendre dans mes bras. Plus personne n'était autour de moi. Pourtant, j'avais mon mari que j'aime, mes 2 enfants, mais j'ai pris Alexandre parce que j'avais de l'amour à donner. Et à partir de là, parce qu'il était suivi à la Gravière, alors je ne sais pas si vous connaissez la Gravière, c'est un autre truc encore. C'est un pépé. Voilà, moi j'appelle ça la Gravière. Et c'est la psychologue, je ne la citerai pas, mais elle m'a dit c'était de ma faute qu'Alexandre était comme ça. Alors pour rigoler, maintenant je dis souvent comment on fait pour divorcer avec un enfant. Et là elle m'a rigolé, elle me fait n'importe quoi. Je dis bah si, comme c'est la faute de moi qu'Alexandre est comme ça, qu'est-ce que je fais? Parce qu'un jour il va être adulte. Après, il a été suivi à la Gravière, après au CESAD pendant 1 an. On m'a redonné confiance en moi, je me suis relevée, toujours avec Alexandre. Après, il est parti au ITEC, voilà, pour le comportement. Et là, malheureusement, ils ont essayé de faire au maximum, il est toujours là en attendant, d'aller à l'IME. Le souci, c'est que l'IME, c'est moi qui refuse. On a fait quand même le test psychologique. Et ça révèle qu'il doit aller dans un IME. Alors après, comme vous avez dit, il y a des frères et sœurs, il y a beaucoup de disputes aussi chez moi. Et le problème, c'est que Mohamed ne veut pas que son frère va à l'IME. Alors je lui dis, vous en faites pas les 2 garçons, parce qu'il y a rien en plein milieu. L'IME, il y en a beaucoup. Voilà. Alors j'ai fait les 3 vœux, en espérant que Mohamed, quand il aura fini son scolaire, il y aura Alexandre, mais en attendant, il y a beaucoup d'attentes. Mais c'est vrai que l'IME, je me dis, s'ils n'arrivent pas à gérer mon fils, après ça, il n'y a plus rien, enfin, je ne connais plus rien. Il aura tout fait, voilà. Moi, je m'appelle Alia. Je suis très handicapée parce que j'ai une maladie auto-immune, un déficit en ADA2. J'ai fait une chimiothérapie il y a 4 ans, 2018, à Saint-Louis, à Paris, parce que je voulais couper les liens avec ma famille. Je voulais partir. J'étais vraiment en burn-out parental, social, psychologique. Je ne pouvais plus, quoi. Je voulais partir. Bon, j'ai eu 3 arrêts cardiaques, mais bon, Dieu m'a rappelé, m'a dit tu restes ici, tu as tes enfants. Mes enfants étaient placés chez le papa, c'était un peu chaotique. Quand je les ai récupérés, j'avais une trachéotomie et puis
plus de peau sur le visage, j'étais chauve, c'était très dur. Bon, il s'est barré avec les allocations familiales, mais bon. J'ai réussi à avoir 2 assistantes sociales du conseil régional d'Auvergne, général départemental, voilà. Elles étaient très très gentilles, elles m'ont aidé à déménager, tout ça s'est très bien passé. Elles ont vu que j'étais un peu une force de la nature parce que je n'ai pas lâché mes enfants, malgré les placements abusifs, parce que quand on est en burn-out parental, on ne nous donne pas de solution. On dit qu'en fait on est dangereux pour nos enfants, sauf que non. J'avais juste besoin d'un sage pour pouvoir aider, parce que personne ne me comprenait. J'avais un entourage toxique, des voisins toxiques également qui faisaient des signalements alors que c'était mes enfants qui étaient mal. On a découvert que quand je suis revenue de la chimio en 2018, mon fils, qui était tout le temps convoqué en maternelle chez la directrice parce que ça se passait mal, en CP, ils ont vu qu'il dansait, il chantait, ça allait pas bien, pas de TDAH. Ils ont découvert que je suis allée voir le docteur, il était allé voir il était déjà suivi, mais ils ont dit qu'en gros c'était limite à cause de moi et la séparation du papa. Et mes allées à l'hôpital, ils ont dit qu'en gros c'était environnemental, sauf que non, c'était l'enfant. J'ai eu une grossesse très difficile parce que j'avais une famille qui m'en a mis plein la gueule, parce que bon, la religion, les ci, les ça et tout, donc j'ai pas fait les choses dans l'ordre, on va dire. J'avais un ex-mari qui était un peu violent et qui était démissionnaire de son rôle parental. Donc j'avais tout sur les épaules, ma maladie, ça, si, j'allais toutes les 3 semaines faire des transfusions sanguines et tout. Donc mon fils, il a subi, il a vu mon mal-être et tout, donc il a happé tout ce que je vivais. Il ressentait, il vivait les choses. Je pense que si c'est plus ou moins de ma faute, quand on dit on ne peut pas dire que c'est de notre faute, mais j'aurais pu protéger plus, j'aurais dû déménager loin de mes proches, essayer de me soigner un peu plus loin. Mais bon, la vie a fait que j'étais réattachée à mes parents, j'arrivais pas à couper le lien, le cordon ombilical. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants, ils ont tout aspiré. Et ben, ça a fait une bombe à retardement. Donc, quand mon fils est rentré en CP, il chantait, il dansait, ça allait très mal. Il n'arrivait pas à devenir élève. Donc, on m'a dit d'aller voir Madame Jourdan à Sainte-Marie. Ça a mis du temps parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être suivis dans les hôpitaux, enfin les trucs publics, quoi. Donc, les privés, on a du mal parce qu'on préfère aller voir dans les CHU, les ci et ça. Donc, je suis allée voir Madame Jourdan qui m'a dit qu'à ma vie, le mot TDA, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est encore des cycles, que des cycles, parce que j'avais une mesure AEMO pour m'aider à me sécuriser par rapport au papa, ma famille et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que on m'a donné le sigle TDA, j'ai pas compris, je suis allée sur Google, j'ai lu, je suis allée m'inscrire sur parents TDAH sur Facebook, je lisais des témoignages, je dis, oh, c'est trop, et je disais aux parents, non mais tenez le coup, ça va, vous avez... Et je les motivais, et en fait, moi je subissais, de l'autre côté, mon enfant était tout raplapla, il était tout excité, c'était très très dur. Et donc, en plus d'avoir des voisins qui n'étaient pas sympas, qui faisaient des signalements, c'est dur d'aller voir une juge des affaires familiales qui dit oui, on a reçu des signalements, nanana, et leur pourrait prouver par A plus B qu'on ramène tous les agendas depuis 2010. Je dis, regardez, je suis allée voir tous les spécialistes, les médecins, je fais tout comme on me dit et tout. Et on vous accuse du mal, et voilà, c'est très très dur. Et j'ai essayé de m'insérer en 2015 professionnellement parce que je me dis, il faut que je sorte de ça, il faut que j'essaye d'un peu d'avancer. Bon, ça se passait mal parce que j'avais encore mon ex toxique. Et j'avais pas arrivé, du coup je suis repassée à me soigner. Parce que même ma santé, je l'ai bazardée. J'ai dit, vas-y, advienne que pourra. Et quand on voyait que mon hémoglobine est descendue à 4 d'hémoglobine, j'ai dit, ouais, j'arrivais plus à respirer. Je faisais du ménage. J'ai essayé de sortir de mon quotidien pour m'évader. Mais mon quotidien m'a rattrapée, du coup j'ai continué à me soigner. Et quand on a l'ASE et les tout derrière notre dos qui vous accusent de choses, on subit et on dit bah oui, amen, alléluia, c'est vrai, je suis une mauvaise mère et tout. C'était super dur. Donc
relation toxique avec mon ex-mari, donc j'ai laissé tout, j'ai abandonné tout, même tout ce que je fais, donc je n'ai pas trop à raconter tout ça parce que c'est une histoire qui est douloureuse. Donc, tu es avec tes deux filles, là, oui, je suis avec mes deux filles, mais j'ai abandonné trois garçons qui sont restés avec leur père, donc ça me fait mal au cœur parce que j'ai galéré trop pour qu'ils restent ensemble. Et à la fin, j'étais obligée de partir parce que j'arrive plus à supporter. J'arrive plus à supporter, donc j'ai commencé à faire des pressions. Trop de pression avec mon ex-mari, sa famille, donc j'ai abandonné ma maison, même si je l'ai fait construire et j'ai fait tout. Donc avant, j'ai dit, je préfère ma santé, de sauver ma peau que de rester. Donc, et le problème que j'ai un handicap qui m'empêche de travailler, de trouver un travail je me trouve avec deux filles, c'était pas facile la vie. Et je me trouve quand je suis venue à Cornon, c'était dans la période de Corona, donc c'était très très difficile. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as fait différentes formations du coup? Oui, j'ai fait de plusieurs. J'ai fait des animations, j'ai fait assistante de marche, mais c'est pas un travail régulièrement. Mais j'ai demandé l'âge, ils ont refusé, donc parce que tu n'as pas un handicap de 80%, donc plein de choses. Donc toujours, j'essaie de. Tout est Oui, borné, il faut avoir temps pour avoir ça. Donc du coup, autant il y a de travailler. Il y a des postes qu'il ne faut pas travailler. Même la dernière fois, j'ai travaillé préparatrice de commande. Là, le médecin de travail, il m'a fait que c'est inapte, donc, et quand même, j'arrive pas à finir. Donc, parce qu'elle a investi des postes, mais à chaque fois, elle est obligée de l'arrêter. Parce qu'il y a toujours cette inaptitude au poste. Je m'appelle Christelle, ça va faire 1 an et demi que je suis à l'éveil. J'ai fait un stage de 3 semaines, on va dire stage assez complexe. Matin stage, après-midi leçon de conduite et le soir j'ai fait des quartiers d'été en tant que bénévole. Moi j'ai, on va dire un peu des handicaps mais qui ne sont pas reconnus du tout. J'avais un métier passionnant qui était ASH que j'étais obligée d'arrêter. Je ne peux pas forcer, épaule, dos et genoux. Après, au niveau d'éveil, je fais beaucoup d'ateliers. Je suis beaucoup avec les enfants, qui est pour moi une grande passion. Je voudrais refaire une formation pro, je voudrais rester dans l'animation, mais une maîtrise créative, mais je voudrais spécialiser dans les personnes handicapées. Parce que je trouve que les gens handicapés, on les isole, on les exclut, ce que moi je ne veux pas. Et les gens handicapés, je dis beaucoup, souvent ils sont plus intelligents que les personnes normales. Au niveau art créatif, ils font des choses que nous ne pensons pas. Alors moi j'ai eu un accident quand j'étais enfant, à l'âge de 14 ans. J'ai perdu mes parents, donc j'ai été livrée à moi-même. J'ai été pratiquement hospitalisée pendant 2 ans. J'ai des problèmes de santé qui me sont non visibles. Heureusement pour moi, malheureusement pour les autres. Parce qu'on a beau expliquer, et on se sent toujours obligé de se justifier, même dans le corps médical, alors qu'ils ont les dossiers ou dans le corps administratif, où les gens, malgré toutes ces années où vous nous avez expliqué, vous nous avez donné des dates et le déroulement de l'avancée, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a aucune avancée, parce que les gens ne veulent pas comprendre. Pour moi, c'est que de l'illusion, de la publicité, pour rassurer les entreprises et le monde qui n'est pas affecté par ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule, grandir toute seule. J'ai fait des études supérieures, je me suis battue pour les faire. J'ai intégré une très grosse entreprise qui avait cette publicité marketing des travailleurs handicapés. J'ai été embauchée bien évidemment parce que ce n'était pas visible. Mon handicap n'était pas visible. Les problèmes de santé n'étaient pas visibles. Et rapidement, ça s'est avéré une difficulté pour eux. Puisqu'il fallait un aménagement de poste, il y a toute une réglementation, mais rien n'est suivi, rien n'est respecté. Il y a eu plusieurs alertes au niveau du CHST, des syndicats, personne ne voulait bouger. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de me harceler, de me mettre de côté, de m'obliger à être mutée.
Et en fait, je suis rentrée avec un état de santé, avec des problèmes de santé physique, et on a détruit ma santé mentale, en me mettant la pression, en me faisant culpabiliser, alors qu'eux-mêmes, enfin, ils étaient responsables. Du coup, nous, notre thématique, c'était parcours santé et autonomie. Donc pour ce qui est du parcours santé, déjà, on a pu déjà relater à quel point c'était compliqué aujourd'hui au vu de la pénurie. Beaucoup de pénurie, donc déjà ne serait-ce que de trouver un médecin traitant. À quel point c'est compliqué. Nous, moi, je vois à titre personnel dans le travail à quel point c'est compliqué d'orienter les enfants dans des dispositifs pour aller voir des pédopsies, des psychiatres, etc. Donc on voit bien à quel point c'est saturé et les délais d'attente sont de plus en plus longs. Des fois c'est 6 mois, 1 an, ça va même au-delà parfois. On parlait de l'autonomie. Et en fait, on trouvait que les politiques raisonnaient souvent à court terme en fait. Et que quand on parle de l'autonomie des personnes, c'est non seulement dans leur intérêt, pour leur bien-être, parce que quand on se sent compétent dans quelque chose, quand on a l'impression qu'on sait faire des choses seul, on se sent mieux, c'est pas seulement, voilà, mais c'est aussi que ça coûte moins cher en fait. Parce qu'on oui, on va parler d'argent, quand vous apprenez à quelqu'un à faire sa toilette lui-même, par exemple, quand il en a les compétences, il y en a qui n'en ont pas les compétences, mais quand vous sentez qu'il y a les compétences, prendre du temps avant pour permettre aux personnes de devenir plus autonomes, prendre du temps pour, on parlait de l'emploi tout à l'heure, pour l'aider à chercher un emploi, mais à comment réagir face à dans un entretien, etc. Ça prend du temps, oui, et ça coûte de l'argent. Mais en fait, si on raisonne sur du long terme, ça coûte moins d'argent, parce que c'est des personnes qui ont moins besoin d'un accompagnement durable, qui ont moins besoin de structures où l'accompagnement et une place en structure, ça coûte très très cher, où le personnel coûte cher également. Et donc, du coup, effectivement, miser sur l'autonomie, c'est pas juste pour le bien-être de la personne aussi, c'est qu'il faut que les politiques arrivent à comprendre que sur le long terme, ça leur coûtera moins cher en fait. Voilà, on a parlé aussi du besoin d'une organisation territoriale de continuité entre les transports à la demande, c'est-à-dire que lorsque l'on souhaite, ce qu'on expliquait, aller de Cournon à Rion, Mubicité peut vous emmener jusqu'à la frontière clermontoise, mais ne passera pas. Et donc il y a besoin d'un changement à cet endroit-là, alors que donc il y a besoin d'une réorganisation au niveau des trajets pour que ça puisse être plus fluide et que on parlait d'un enfant qui doit prendre 3 transports en commun différents et faire 1h30 de trajet pour aller à un stage. Voilà, même nous on ne le ferait pas. Et on a parlé de copilote, donc Anne qui était là pour nous parler. Alors c'est pas sur Clermont, mais voilà, c'est un peu l'idée d'identifier les besoins et donc de mettre en place un accompagnement au point de vue, pour aller vers l'autonomie et accompagner pareil les personnes victimes de handicap. Et où il travaille beaucoup, ce qu'elle nous a nommé qui était intéressant, où il travaille sur l'imprévu et la problématique, c'est-à-dire que oui, quand on apprend un trajet à quelqu'un, tant que tout se passe bien, ça va, et en fait c'est vraiment la situation problématique, le jour où je loupe mon bus, comment je fais, est-ce que je sais qu'il y en a un qui arrive après, est-ce que je sais quel numéro je peux appeler, est-ce que je sais comment je gère cet imprévu, et ça c'est vraiment intéressant en fait, parce que tant que tout roule, mais c'est vraiment comment je gère et donc il les prépare, il y a vraiment une préparation à ça qui est intéressante. La communication n'est pas claire entre professionnels, mais elle n'est pas claire non plus envers le public, d'accord, notamment envers les familles qui sont, comme dans tous les domaines, qui sont un peu perdues. Donc on s'est dit, pourquoi pas réfléchir donc en réseau, vous avez compris qu'on va tous travailler en réseau, enfin, je dis mais l'idée c'est de réfléchir potentiellement à une cartographie, à une infographie finalement de ce parcours de vie aux différents âges des personnes en situation de handicap, avec toutes les structures qui existent à chaque étape, potentiellement les modes de financement, tous les relais, tous les étayages dont ils peuvent bénéficier. Déjà d'un point de vue visuel, mais pas que visuel, potentiellement sonore pour s'adapter aux différents handicaps. D'accord ? Ça, c'est à destination du public. Alors évidemment, pour les professionnels, un listing peut-être un peu plus détaillé, avec des informations un peu plus spécifiques, mais au moins pour le public, qu'ils aient une cartographie de tout ce qui existe. Ça permet aussi de rassurer, en disant oui, on arrive à ça. Voilà, mon enfant vient de naître, il est diagnostiqué, il y a un handicap, mais pour autant, il y a plein d'acteurs tout au long de sa vie.
et peut-être pour le champ de la formation, de l'insertion, de l'emploi, mais aussi sur d'autres domaines. Le torbal, le showdown, ça vous parle? Non. Non, hein, bah, merci. Voilà. Alors je ne vais pas réexpliquer, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de découvrir qu'il y avait des sports qu'on ne connaissait pas, nous, voilà aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ce qu'Elisabeth et Charles nous ont dit, c'est que bien sûr, nous aussi, on peut aller essayer ces sports en fait. Et la situation de handicap, effectivement, on voit souvent la personne en situation de handicap qui vient dans un cours collectif pour favoriser l'inclusion, mais nous aussi. Pourquoi on ne va pas faire un cours de torbal ou de showdown ou de basket fauteuil, natation, enfin voilà. Voilà, je trouvais que c'était aussi intéressant d'avoir cette approche-là. C'était important que aussi dans ce monde de la culture, il y ait de la mixité et que ce ne soit pas que des activités pour un public handicapé, qu'il y ait de la mixité dans ce qui est proposé et du coup l'inclusion aussi, elle passe par là. On s'est rendu compte aussi que même dans le monde de la culture, que l'accès numérique était devenu indispensable, ce qui pouvait être un point très positif parce qu'au niveau physique, on peut faire une visite virtuelle de musée, il peut y avoir des choses qui sont accessibles numériquement, mais on sait aussi que le monde numérique peut être vraiment un sujet d'exclusion, et notamment pour les personnes en situation de handicap, où encore une fois, quand on rajoute des difficultés supplémentaires, et notamment l'appropriation du numérique, ça peut faire très peur, ça peut renvoyer une anxiété qui fait que du coup, on se met à nouveau à l'écart et qu'on perd cette inclusion. On manque de communication, on manque d'information. On a une difficulté à mettre en réseau les acteurs et les bénéficiaires, qu'ils soient individuels ou structures. On a du mal à connaître les différents dispositifs qui existent. On a du mal aussi à savoir quels sont les financements possibles, quels sont les financeurs qui portent des programmes qui peuvent être la clé d'entrée pour développer des choses. Et ça, du coup, là, il y a un vrai travail à poursuivre et à améliorer sur la communication et l'information des différents acteurs, qu'ils soient financeurs, organisateurs ou experts. Voilà, donc c'est mettre en réseau tous ces acteurs-là.